Bon, nous voilà comme prévu au retour des vacances pour vous faire des commentaires détaillés sur les résultats semestriels, résultats qui sont parus au mois de juillet, vous le savez, avec deux documents en votre possession, la lettre aux actionnaires numéro 107 et le rapport semestriel, un rapport qui a été mis en ligne et qui comporte 33 pages, rapport qui a été réalisé par les équipes de Patricia, que nous espérons et nous espérons qu'il a suscité chez vous une lecture attentive. Alors, un petit remerciement également à CIC Market Solutions, à Odo et Ports-en-Par qui nous accompagnent sur ces webinaires pour contacter les investisseurs institutionnels de manière à ce que vous soyez le plus nombreux possible à participer à ce webinaire, à poser vos questions. Effectivement, le webinaire que nous avons fait à la fin du mois de juillet était plus orienté à investisseurs particuliers, celui-là plus investisseurs institutionnels. Mais je dirais que rien ne sera dit ici qui ne peut pas être entendu là-bas et vice-versa. Donc certaines informations seront des répétitions. Nous allons commencer par les effectifs et nos salariés qui ont réussi l'exploit, je dois dire, de faire mieux que l'année dernière, puisque, rappelez-vous, l'année dernière, nous avions des progressions très fortes à la fois en chiffres et en résultats, et nous sommes parvenus, nos salariés sont parvenus à faire mieux, ce qui est une prouesse. Nos salariés sont plus nombreux et les recrutements se sont plus concentrés sur le premier trimestre que sur le deuxième. En tout cas, nous terminons le premier semestre avec un effectif en hausse à 735 personnes. Nous considérons que les recrutements vont se ralentir dans les mois qui viennent, mais nous constatons avec plaisir que nous avons toujours une marque employeur suffisamment bonne pour attirer de nouveaux talents. Le chiffre d'affaires, donc vous avez ici un tableau simplifié de la lettre aux actionnaires numéro 107. Lettre aux actionnaires où vous voyez les chiffres de chacune de nos filiales. Là, nous avons simplifié le tableau en 3 lignes. D'une part, le chiffre d'affaires grand public, avec les 4 enseignes du groupe Thermador qui interviennent sur ce marché. Ensuite, le chiffre d'affaires canal professionnel et le chiffre d'affaires total qui augmente de 9,4% par rapport à l'année dernière. Sur un référentiel extrêmement haut, puisqu'à périmètre constant, l'année dernière, nous étions en progression de 35,8%. La progression de cette année est à relativiser de l'inflation, nous en parlerons tout à l'heure, puisque l'inflation a été estimée à 11,4%, celle qui a été répercutée à nos clients. Vous voyez que entre le canal grand public et le canal professionnel, les choses sont vraiment différentes, puisque nos sociétés intervenant sur le canal grand public en consolidé régressent en chiffre d'affaires de 5% et plus en volume, compte tenu de l'inflation. En revanche, les sociétés du canal professionnel, et particulièrement Thermador, qui est notre société qui vend des accessoires pour la rénovation énergétique, ont des progressions significatives, ce qui nous amène à une progression consolidée sur le canal professionnel de 13,5%. Pour mémoire, nous avons mis en référentiel sur ce tableau les chiffres d'affaires 2019 qui montrent que les deux grands marchés ou grands canaux de distribution sont en progression significative depuis 2019. Ensuite, un regard sur la progression organique du chiffre d'affaires par trimestre sur 5 ans. Et nous voyons que nous sommes en progression sur les 2 premiers trimestres de cette année, avec l'année dernière des progressions qui étaient extrêmement élevées par rapport à 2020. Donc, le fait le plus marquant, c'est la progression de ce chiffre d'affaires au T2 2022 par rapport à un T2 2021 qui était extrêmement élevé. Alors, rappelez-vous, à cette époque, nous vous avions dit qu'il y avait eu un transfert de chiffre d'affaires entre le T2 de l'année 2021 et le T3 de l'année 2021. Nos clients avaient fait des achats de précaution avant la fin du mois de juin
Nous constatons cette année que c'est beaucoup moins le cas, puisque nos clients sont plus prudents sur les mois à venir. En tout cas, c'est venu gonfler artificiellement le T2 2021, ce qui peut expliquer ces différences notables. Voilà pour la croissance organique par trimestre. Ensuite, un regard sur l'effet marquant. Donc tout d'abord, la rénovation énergétique des bâtiments, qui est un phénomène qui continue à nous aider en activité, puisque c'est clairement un phénomène aidant pour les marchés de Thermador, par exemple, mais pas uniquement, pour d'autres filiales également. Nous sommes aidés par MaPrimeRénov', qui est financée par le contribuable, je dirais, directement, ou les pouvoirs publics, et les C2E, qui sont financés par les fournisseurs d'énergie. Et donc, ça se traduit dans les chiffres sur les accessoires de pompe à chaleur, les chauffe-eau solaires, les accessoires pour les chaudières à combustible solide, tous ces accessoires étant vendus par Thermador. Nous voyons également de bonnes ventes sur la VMC double flux chez Accélère, matériel qui est, je dirais, qui est quasiment plébiscité aujourd'hui sur des solutions à basse consommation d'énergie. Le phénomène marquant de ce début d'année 2022 est l'envolée des ventes de chauffe-eau solaire, avec une offre Thermador qui s'est nettement élargie et qui permet de répondre à cette demande nouvelle. Donc le chauffe-eau solaire est constitué d'un ballon tampon, d'un panneau solaire hydraulique, différent techniquement d'un panneau photovoltaïque, et qui permet, quand le soleil brille, de chauffer l'eau chaude sanitaire quasiment gratuitement. Deuxième phénomène marquant, j'en ai parlé tout à l'heure, la hausse des prix. Nous n'avions pas vu ça depuis très très longtemps dans le groupe Thermador. D'ailleurs, depuis que je suis dans le groupe, arrivé en 99, j'ai jamais connu des taux d'inflation pareils, 11,4%. Ce calcul a été fait de manière assez précise par nos filiales, article par article. Donc je dirais qu'on n'est pas loin d'un chiffre exact d'inflation répercutée aux clients. La guerre en Ukraine, un impact relativement modéré en ce qui concerne les activités directes du groupe Thermador. Nous l'avions estimé à 1 million d'euros. Indirectement, c'est sans doute plus que ça. Mais c'est quand même un fait marquant avec toutes les conséquences indirectes que ça a sur des phénomènes macroéconomiques que vous connaissez bien. L'acquisition d'AFI, petite société qui rejoint Sferaco, qui fusionne avec Sferaco et qui va permettre d'élargir la gamme des raccords fonte et raccords acier. Nous avons communiqué et confirmé ça dans la lettre numéro 107. Et la constitution d'un pôle développement durable avec le recrutement d'une directrice du développement durable. Oui, Patricia me reprend, elle a raison, ce n'est pas l'acquisition d'AFI, c'est l'acquisition du fonds de commerce d'AFI, ainsi que l'acquisition des bâtiments. Une nuance qui est importante. Je te prie de m'excuser, Patricia, mais tu fais bien de me reprendre. Donc la constitution d'un pôle développement durable, avec le recrutement d'une directrice du développement durable, qui est arrivée au premier semestre, qui s'appelle Caroline Desplaces-Coty. Donc bienvenue à Caroline, qui va nous aider à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, qui sont écrits dans le document d'enregistrement universel 2021, éventuellement à faire encore évoluer nos objectifs. Et Dieu sait si le travail est important, d'une part parce qu'on est convaincu que c'est une démarche qui est normale et nécessaire, d'autre part parce que vous, investisseurs, êtes de plus en plus exigeants sur nos performances extra-financières, et enfin parce que la réglementation européenne et française va être de plus en plus stricte à ce sujet. Dernier phénomène marquant de notre point de vue, c'est la hausse du stock. Patricia va en parler tout à l'heure. Si nous l'avons fait, c'est pour le service rendu à nos clients. Et surtout ne pas perdre les parts de marché que nous avions gagnées en 2020-2021. Quelques nouvelles du marché, notamment des grossistes en sanitaire chauffage qui sont regroupés au sein d'une fédération
Voilà, merci pour la diapo. D'une fédération qui s'appelait la FNAS, qui s'appelle Coedis, puisque les grossistes électriciens sont également maintenant dans cette fédération de distributeurs. Et nous voyons que le chiffre d'affaires en juin et juillet augmente, mais faiblement compte tenu des niveaux d'inflation dans ces métiers-là. Donc nous pouvons aisément imaginer qu'on constate actuellement une baisse de volume chez nos clients dans ce domaine-là, qui est sans doute liée à aux difficultés d'approvisionnement, aux difficultés à trouver des ressources humaines pour travailler, voire à la baisse des mises en chantier. Nous le verrons tout à l'heure. Et puis la deuxième ligne reprend les éléments de marché qui nous sont communiqués par les fournisseurs des grandes surfaces de bricolage, qui sont rassemblés dans une association qui s'appelle INOA et qui publie cet indice Brico-Brief. Nous voyons qu'il y a une stabilité du chiffre d'affaires au mois de juillet qui montre qu'il y a une baisse de volume compte tenu de l'inflation. Et nous constatons que les matériels qui sont les plus pénalisés sont les matériels d'investissement, comme l'outillage ou le gros outillage, par exemple. Des nouvelles du logement neuf en France, donc les permis de construire sont au plus haut. Ça s'explique par un effet d'opportunité, c'est-à-dire qu'on essaye de déposer son permis de construire avant l'application de la RE 2020, Réglementation énergétique 2020. Donc c'est envolée des permis de construire. En revanche, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est la baisse des mises en chantier, avec un écart historique entre les permis de construire et les mises en chantier très élevé, qui pourrait avoir pour conséquence dans les mois qui viennent de voir baisser fortement cette demande enfin ces nouveaux permis de construire. Nous verrons bien, mais c'est un peu ce qu'on anticipe aujourd'hui. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que la baisse constatée maintenant des mises en chantier est sans doute due à des difficultés de financement, difficultés de trouver de la main-d'œuvre, voire difficultés de trouver du matériel. Les indicateurs sur l'industrie sont également à la baisse, puisque en France, l'indice PMI vient de franchir la barre symbolique des 50. Cette barre indique au-dessus de 50 une progression du marché, en dessous une régression. Donc on peut dire que l'activité manufacturière au mois d'août, juillet et août, est légèrement en baisse par rapport à l'année dernière, et la tendance est clairement vers la baisse. Et nous retrouvons le même phénomène à une échelle plus grande depuis 1998 en Europe. Donc on voit que même sur l'activité manufacturière européenne, nous sommes en dessous de cet indice 50 qui représente une baisse d'activité. Patricia, nous t'écoutons sur le résultat opérationnel et le résultat net. Donc, merci Guillaume. Donc effectivement, donc Guillaume le soulignait, on a une croissance de notre chiffre d'affaires à 9,4%, et cela se traduit donc par un résultat opérationnel qui lui a augmenté en fait que de 5,6%. Donc si on regarde des ratios que l'on suit habituellement, on a un résultat opérationnel sur le chiffre d'affaires qui est de 14,4% contre 14,9% par rapport en fait à 2021. Cela s'explique par plusieurs en fait éléments. L'évolution de notre taux de marge, puisque nous avons effectivement enregistré une baisse de notre taux de marge à fin juin 2022. Donc on perd 0,9 points au niveau de notre marge commerciale. Donc c'est le résultant, enfin la résultante en fait, de la capacité de nos filiales en fait à répercuter en fait la hausse des prix de nos fournisseurs, des prix d'achat chez nos fournisseurs. Et on peut noter que sur le négoce professionnel, on a une stabilité de ce taux de marge, donc une bonne capacité en fait de nos filiales dans ce segment d'activité à répercuter les hausses en fait de nos fournisseurs. Et à contrario, sur le canal grand public, un décalage entre le moment où on constate les hausses de prix d'achat de la part de nos fournisseurs et le temps de latence pour répercuter ces hausses de prix de vente à nos clients.
Donc là, effectivement, sur ce canal-là, on peut constater une baisse en fait du taux de marge. Et vous le voyez, puisqu'on communique la rentabilité par filiale. Donc on a quand même Mecafer, Domac et puis donc Dipra et Rousseau qui sont dans le grand public. Et vous voyez, page 30, l'illustration de mes propos par rapport à l'évolution de la rentabilité et de l'évolution du taux de marge. Dans les autres éléments qui expliquent le fait que notre résultat opérationnel, la croissance de notre résultat opérationnel n'a pas suivi la croissance de notre chiffre d'affaires, nous avons des évolutions de charges, notamment sur les loyers, puisque, comme le citait Guillaume, nous avons une augmentation de la valeur de notre stock, mais également c'est une augmentation de la valeur des produits stockés. Et certaines filiales ont dû stocker et utiliser beaucoup plus de surface de stockage qu'en 2021. Et donc, on a une augmentation des loyers. Et l'impact le plus significatif, on va dire que c'est chez Thermador avec le développement du matériel lié à la rénovation énergétique et l'arrivée en fait des panneaux, des chauffe-eau solaires qui en fait sont assez volumineux et nécessitent en fait des surfaces de stockage additionnelles. Dans les autres postes, nous avons le transport sur vente qui a légèrement augmenté, mais c'est en lien avec l'augmentation en fait du gazole et la reprise en fait des déplacements avec une augmentation des frais de mission et de déplacement, puisque nos commerciaux ont recommencé à visiter, avoir une activité on va dire normale de visite auprès de notre clientèle. L'autre élément, ça concerne les charges de personnel, puisque au début de la présentation, Guillaume en fait nous parlait donc de l'évolution croissante de notre effectif. Et effectivement, nous avons recruté 23 personnes sur le premier semestre. Donc en valeur absolue, nous avons une augmentation de nos charges de personnel et nous avons également des hausses de salaire qui ont été répercutées et qui en fait qui expliquent cette augmentation des charges de personnel. Donc tout ça nous donne en fait un résultat opérationnel à 41,3 millions, ce qui est par rapport à l'évolution qu'on avait déjà enregistrée à fin 2021, c'est aussi le pendant du chiffre d'affaires. L'évolution du chiffre d'affaires 2021 était très forte et notre résultat opérationnel avait augmenté de façon très forte. Donc nous considérons que l'évolution à plus 5,6% est une évolution positive. Ensuite, je vais vous parler donc du résultat net, puisqu'on voit que le résultat net, lui, suit l'évolution du chiffre d'affaires. Donc là, cette évolution-là est liée à notre taux d'impôt effectif. Donc si on regarde notre taux d'impôt effectif, nous avons un taux qui est à 25,1% en 2022 contre 27,5% en 2021. Donc nous avions une dégressivité annoncée de l'évolution du taux d'impôt en France. Donc maintenant, nous sommes en France à 25% et en Belgique et en Espagne, nous étions déjà à 25%. Nous avons également bénéficié d'un remboursement, d'un boni en fait de la part de l'administration fiscale, puisque nous avons été remboursés d'impôts que nous aurions dû en fait c'est plutôt une économie d'impôts dont nous aurions dû bénéficier en 2020. Et nous avons construit des dossiers auprès de l'administration fiscale pour pouvoir bénéficier de ce boni de fusion, je vais y arriver, ce boni de 300 000 € d'impôts. Donc, je vais passer sur la slide suivante. Donc, c'est sur la structure financière. Donc, en lien, la structure financière, dans les éléments marquants, nous avons, comme le citait Guillaume, nous avons une augmentation en fait de la valeur de notre stock à fin juin 2022. Donc ce stock représente plus de 204 jours d'achat consommé, de mois d'achat consommé, contre 142 jours à fin juin 2021. Donc nous avons une valeur de stock qui est effectivement conséquente. Donc elle est aussi le fruit de l'augmentation des prix d'achat de la part de nos fournisseurs, mais également le fait que nous ayons stocké de façon plus forte. Donc ça, c'était une volonté de nos filiales pour améliorer en fait notre délai, notre qualité de service auprès de nos clients et pour se prémunir en fait des ruptures d'approvisionnement potentielles en provenance d'Asie notamment. Et ça peut être aussi l'Italie, puisque le coût de l'énergie faisant et des coupures, des perturbations peuvent peut-être causer voilà. Donc on a essayé d'anticiper au maximum et ça se traduit par cette valeur de stock à fin juin 2022. Et si on regarde en fait le nombre de ruptures de stock, puisque ça fait partie des indicateurs
que l'on suit, nous avons en fait 1225, donc on va dire des produits non immédiatement disponibles, et ça représente 2,7%. Donc voilà, donc on voit qu'on a, c'est sur 75 000 articles, donc on a très peu de ruptures. Donc ça, c'est un indicateur qu'on va continuer à suivre. Mais effectivement, la valeur de stock, elle était là aussi pour compenser et pour pouvoir en fait être en lien avec l'augmentation d'activité sur la partie rénovation énergétique. Il est vrai qu'on avait besoin de cette augmentation de stock. Ça se traduit par forcément en fait une consommation de cash au niveau de notre besoin en fonds de roulement. Et la conséquence directe en fait est une trésorerie négative à fin juin 2022 qui est de 15 millions. Donc nous avons consommé du cash pour financer notre stock, pour payer également nos dividendes, puisque nous avons payé nos dividendes au mois d'avril pour un montant de 18,4 millions. Nous avons continué de rembourser nos dettes qui sont en lien avec notre activité, nos acquisitions. Donc nous avons respecté en fait le plan d'amortissement de nos emprunts. Je rappelle juste que nos emprunts sont à taux fixe sur une période de 5 ans. Et donc nous n'avons pas en fait d'impact de taux potentiel sur ces dettes auprès de nos banques. Et je rajouterais que ces dettes financières et cette trésorerie négative est à mettre en parallèle avec notre structure financière qui reste très forte et qui est illustrée par le montant des capitaux propres à plus de 291 millions à fin juin 2022. Je vais revenir sur la slide suivante sur les éléments qui en fait qui ont permis une consommation de cash, on va dire. Donc on a des investissements. Donc nous avons des investissements à hauteur de 5,3 millions à fin juin 2022. C'est en lien avec nos prévisions, puisqu'on était sur un montant de 11 à 12 millions sur l'année. Les investissements, donc nous avions des investissements sur l'immobilier, puisque nous avons continué et finalisé certaines opérations. Les bureaux d'Accélère qui ont été finalisés, l'entrepôt logistique pour FG Inox qui a été finalisé sur le premier semestre 2022, et nous avons commencé les travaux de réhabilitation pour les futurs bureaux de Thermador Group, puisque notre équipe, donc maintenant constituée de 23 personnes, ne peut plus loger dans les locaux existants. Donc ce bâtiment est un bâtiment pilote, puisque nous faisons de la rénovation énergétique et donc nous faisons de la réhabilitation. Nous prenons en fait un espace qui est déjà construit, que nous réhabilitons avec un objectif en fait de dépenser moins en termes d'énergie. Donc ça concerne donc l'investissement donc immobilier. Nous avons également l'investissement donc sur l'outil logistique pour FG Inox. Donc c'est une solution en fait qui représentait un investissement conséquent de 1,7 million, et donc il y a une sortie de cash sur le premier semestre comme prévu, et nous sommes opérationnels donc sur FG Inox depuis le 1er juillet 2022 avec cette nouvelle solution qui nous permet, donc c'est une solution qui a été livrée par le fabricant français Savoie avec donc plus de 4000 bacs, qui nous permet en fait d'apporter finalement le produit au préparateur, plutôt que ça soit l'inverse, que le préparateur aille dans les allées chercher en fait des produits. Donc nous travaillons sur maintenant l'optimisation de cet outil avec la productivité attendue. Je vais revenir sur l'évolution donc du besoin en fonds de roulement. Donc on a mentionné tout à l'heure donc la partie stock, qui est un des composants. Et les deux autres composants, ça concerne donc les créances clients et les dettes fournisseurs. Donc sur les créances clients, nous avons une petite augmentation en fait des créances clients, mais qui sont en lien avec l'augmentation du chiffre d'affaires. Nous avons un délai règlement client qui est à 61 jours, qui est en ligne avec la loi, la LME, qui régit en fait les délais règlement entre les partenaires économiques. Donc 61 jours, c'est plutôt en fait un bon délai règlement client. Nous surveillons également la qualité de nos créances clients, puisqu'on a certains clients qui ont bénéficié de PGE. Et donc c'est un des composants qu'on regarde régulièrement tous les mois pour vérifier que les créances clients en fait s'apurent bien, et que nos clients en fait partenaires
nous règle bien en fait nos factures dans les délais. Ensuite, sur les dettes fournisseurs, on constate également une augmentation de ces dettes fournisseurs qui sont une augmentation qui est en lien en fait avec l'augmentation de de nos achats et donc de notre niveau de stock. Voilà, je pense avoir passé en revue la partie structure financière et rentabilité. Guillaume, je te passe la parole pour la suite. Oui, je te remercie Patricia. Dans les perspectives, je pense qu'on va essayer d'être plus communicant sur notre vision du BFR à l'avenir. On s'engage à vous donner des éléments entre guillemets normatifs sur la base d'estimation qu'on fera avec nos filiales à l'occasion de la lettre aux actionnaires numéro 108. J'attire l'attention de Patricia sur une question qui nous est arrivée toujours sur la finance. Quel est le ratio d'endettement et le leverage dette sur EBITDA du groupe pour le S1 2022? Je te laisse y réfléchir. Moi, je vais démarrer sur les perspectives. Alors, les perspectives dans le bâtiment, notamment en rénovation énergétique, restent bonnes pour les 5 prochaines années parce que nous sommes positionnés sur toutes les énergies renouvelables en termes d'accessoiristes. Nous avons des solutions pour les pompes à chaleur, des accessoires pour les pompes à chaleur, pour les chauffe-eau solaires, pour les chaudières à combustible solide, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous avons des VMC double flux chez Acceler. Nous avons chez Thermacom et PB Tube des solutions de plafond rayonnant qui permettent à la fois de chauffer, mais aussi de rafraîchir d'une manière extrêmement économique en termes de consommation d'énergie. Et des compteurs chez Sferaco, compteurs d'énergie et compteurs d'eau. Donc tous ces composants, ces matériels, seront favorisés par cette quête à l'économie et à l'efficience des bâtiments. Dans le domaine de l'industrie, autant sur le court terme, les perspectives sont quand même délicates, on va dire, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on est sur une tendance baissière. À long terme, nous pensons tout de même tirer, nous, notre épingle du jeu, puisque nos parts de marché en Europe, et là je fais le lien avec l'export, nos parts de marché en Europe sont plutôt faibles dans le domaine de la robinetterie industrielle. Et d'autre part, nous pensons qu'effectivement, nous allons vers une tendance de réindustrialisation de l'Europe qui peut être favorable à nos marchés de robinetterie industrielle. Le grand public est un marché qui a été difficile, qui va terminer l'année 2022 ne sera pas une année de référence pour le grand public. Et nous anticipons une année 2023 sans doute difficile du fait de l'incertitude en ce qui concerne le pouvoir d'achat des Français. Et Français qui risquent de se concentrer sur les besoins primaires qui consistent à se chauffer, se loger, se nourrir, se déplacer, s'habiller. Et donc forcément ça peut avoir des impacts sur des produits qui sont considérés comme moins essentiels. Alors là-dessus je modère un petit peu parce que certains des produits vendus en grand public sont quand même essentiels. Quand vous avez un matériel qui casse et que vous devez le changer, vous n'avez pas trop le choix. Je prends toujours l'exemple d'une robinetterie. Une robinetterie qui fuit doit être changée. On n'a pas forcément le choix, donc il faut le faire. Comme disait le fondateur du groupe, nous avons la chance dans le groupe Thermador d'être essentiellement sur des matériels de besoin, sur des marchés de besoin, ce qui nous préserve de trop grandes variations au moment des difficultés économiques. Le Covid-19 en Chine, je dirais que la situation reste celle qu'elle était au premier semestre, lors de ce deuxième semestre, et nous ne voyons pas d'évolution dans la politique des pouvoirs publics chinois par rapport au Covid-19, avec des conséquences qu'on connaît maintenant et qu'on maîtrise, et avec lesquelles on s'est accoutumé, et une conséquence directe également, l'impossibilité pour le moment, ou la très grande difficulté de faire des voyages en Chine et de visiter nos fournisseurs, du fait des périodes de quarantaine qui sont exigées, et des conditions extrêmement strictes qui sont exigées pour les voyageurs étrangers.
La guerre en Ukraine n'aura, de notre point de vue, en tout cas en direct, pas plus d'impact sur le groupe Thermador. En indirect, forcément, nous sommes liés aux impacts de cette guerre sur différents sujets. En termes d'approvisionnement, je dirais que nous pensons avoir franchi le cap le plus difficile, qui était sans doute lors de cette première partie d'année, avec à la fois des croissances, ou voire l'année dernière, avec des croissances de volume et des difficultés d'approvisionnement. Aujourd'hui, les difficultés d'approvisionnement sont moins grandes, même si certains composants électroniques sont toujours en forte tension, et notamment sur des matériels évolués, plus sophistiqués, des matériels italiens. Ces approvisionnements risquent effectivement d'être moins compliqués du fait de la baisse des volumes. Ça, c'est une des conséquences du ralentissement de l'économie. Ça risque effectivement d'avoir moins d'impact sur la difficulté d'acheter et d'approvisionner. L'inflation, il ne faut pas penser que l'inflation va se terminer, pour la raison simple. Autant sur la matière première, nous voyons les choses se calmer, voire dans certains cas des tendances se retourner. Autant sur l'énergie, ce n'est pas du tout le cas. Et autant sur la masse salariale de nos fournisseurs, l'inflation est toujours là. Donc nous avons continué à passer quelques petites hausses de prix cet été, et nous attendons de voir quels sont les éléments qui nous viennent de la part des fournisseurs, sachant que le principal impact, par exemple, dans nos fournisseurs italiens, c'est l'électricité et la masse salariale. Mais c'est également le cas pour d'autres fournisseurs dans d'autres pays, hein, puisque vous savez qu'on achète partout dans le monde, vous le savez en Asie, mais également en France, en Espagne, en Allemagne. Et là aussi, le coût de l'énergie peut, dans certains métiers, avoir des impacts significatifs. Les marges, nous avons, je pense, réussi à résister en marge commerciale, malgré ces hausses de prix, à répercuter à la grande majorité des hausses. Nous allons continuer à le faire sur cette fin d'année, de manière à éventuellement avoir une marge commerciale un petit peu plus favorable sur cette fin d'année, mais il ne faut pas s'attendre à des variations importantes. Nous sommes effectivement mis sous pression, entre guillemets, par un phénomène euro-dollar très exceptionnel, puisqu'on est en dessous de la parité actuellement, dans l'attente finalement des annonces de la BCE quant à cette augmentation de taux d'intérêt. Pour faire simple, et je ne suis pas économiste, hein, vous le savez, les taux d'intérêt proposés par la banque américaine, la Fed, sont nettement supérieurs, ce qui explique en grande partie ce différentiel, enfin ce rééquilibrage des monnaies. Et puis, un petit mot sur les acquisitions, hein, nous sommes toujours... alors, vous le savez, on a fait une pause de 2 ans, on s'y était engagé. Depuis, certains dossiers nous ont été présentés, certains dossiers sont toujours à l'étude, et ça fait partie des outils que l'on a pour aller chercher des marchés supplémentaires. Donc on reste en vigilance active pour ces opportunités. Donc malgré la difficulté passagère sur la trésorerie du fait de ces augmentations de stock, je ne vais pas y revenir, notre capacité financière reste extrêmement bonne. Et nous avons la possibilité encore de faire des croissances financées par de la dette, tout simplement. Je pense que nos partenaires bancaires sont prêts, pour autant que les projets soient stratégiquement intéressants, à nous accompagner. Voilà, j'ai terminé pour ces perspectives, mais on va se tourner vers vos questions. Alors, Patricia, par rapport à cette question qui nous est arrivée tout à l'heure, est-ce que tu as des éléments de réponse à donner Donc la question, c'était le taux d'endettement, notre ratio d'endettement. Non. Attends, là, je suis en train de... Excusez-moi, mais je me reconnecte sur mon PC. C'est ça, non, non, c'était... ce qu'on nous demandait au niveau financier, c'était... Oui, le ratio d'endettement. Non. Vas-y. On va regarder, parce que moi, j'ai l'onglet. C'était la dette sur EBITDA. Tu as le ratio d'endettement et le leverage, tu as les deux. Donc le ratio d'endettement... Pardon. je reprécise. Donc le ratio d'endettement, en fait, on est à 6,6%. Par contre, si on prend en fait le montant de nos dettes, qui sont les dettes moyen long terme, qui font 19,2 millions, rapporté à notre EBITDA, donc j'ai fait un calcul rapide, ça fait 45%.
Voilà pour la réponse. Alors, on va les prendre dans l'ordre chronologique. Timothée nous demande, alors je suis très content d'avoir une question sur le ESG parce que c'est encore relativement rare. Mais là, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une interrogation quant à la note catastrophique attribuée par Vigeo Moody's au groupe Thermador. Alors, je découvre cette note aujourd'hui, je suis très honnête, hein, je ne la connaissais pas, 28 sur 100, effectivement, c'est pas très bon, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Nous, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est qu'on ne les connaît pas. On ne sait pas sur quelle base ils nous ont notés. Nous n'avons pas eu l'ombre d'un coup de fil et d'une consultation avec cette agence de notation extra-financière. Et donc, ça ne m'inquiète pas outre mesure. Donc, Timothée, si vous avez, vous, des informations sur les raisons de cette mauvaise note, des raisons concrètes, hein, je dirais, je suis intéressé. Nous ne manquerons pas de travailler ce sujet, enfin de voir si on peut avoir des informations de leur part, parce que c'est pas forcément facile de discuter avec ces gens-là. Et si c'est le cas, on ne manquera pas de revenir vers vous. Alors, nous, ce qu'on connaît comme notation extra-financière qui nous paraît, qui nous paraît sérieuse, suivie, qualitative, humaine, puisque nous avons des vrais gens qui nous parlent au téléphone, c'est celle qui est faite par Gaïa, et que vous pouvez consulter, et qui est clairement plutôt très positive. Donc je ne vois pas pourquoi Vigeo nous descendrait en flèche autant que ça. Je suis très curieux de le savoir. Après, ça peut être en lien aussi avec certains standards sur lesquels on ne s'est pas engagé. Il y avait le CDP sur lequel maintenant on a décidé de s'engager, sur lequel on n'était pas. Après, on peut... Ouais, mais on va pas faire d'hypothèse, voilà. Patricia, parce que moi, je peux pas dire pourquoi cette note est aussi mauvaise. Et après, Gaïa s'est suivi depuis depuis 2000, on a commencé il y a plus de 10 ans, même un peu plus que ça, donc c'est vrai que c'est un indicateur qui est suivi dans le temps. Donc pour nous, c'est un des indicateurs sur lequel on travaille au quotidien, donc on gardera. Alors, depuis l'affaire Orpea et les notations extra-financières que nous avons pu avoir sur cette société, je vous invite quand même à regarder ces notations extra-financières avec attention. Gilles nous pose la question sur les coûts de l'énergie, les coûts directs pour le groupe Thermador. Donc ça tombe bien parce que Patricia a regardé ça récemment. Donc on n'a pas des éléments définitifs pour 2023. En tout cas, pour 2021 et 2022 en électricité, on sait, et 2023, ça va augmenter, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on avait un budget 2021 et 2022, on avait en fait sur la partie énergie, électricité et gaz, nous avions en fait un contrat avec des prix fixes. Donc on était sur un budget aux alentours de 200 000, 250 000 au niveau consolidé. Et maintenant, effectivement, on a lancé nos appels d'offres pour négocier pour l'année 2023. Et on a des retours qui sont en hausse très forte au niveau du coût de l'énergie. Donc là, on a commencé l'électricité. Rien que sur l'électricité, on est plutôt sur un x10 en termes de coût. Donc voilà, donc on a aussi consulté fin août, début septembre. Et je pense que comme moi, vous lisez la presse, et on était sur une pointe un pic en termes de coût de l'énergie, coût de l'électricité, coût du kilowatt. Et donc là, on va laisser notre appel d'offres courir et puis essayer d'être les plus opportunistes possible. C'est vrai que ça va avoir un impact sur notre compte de résultats en 2023. Fort heureusement, le groupe Thermador n'est pas une société très consommatrice d'énergie. C'est pas notre métier. Il est clair que pour certaines industries, ça n'a aucune commune mesure. Alors, Antoine nous pose une question sur le BFR. Est-il prévu de réduire les stocks, et donc le BFR, au cours du S2, afin de revenir en génération de cash positive? Alors, il est clair que nous travaillons d'arrache-pied avec les filiales pour revenir à un BFR normatif, sachant que les perspectives sur l'activité sont toujours difficiles à élaborer. Et c'est des consignes qui ont été clairement données à toutes les filiales. On leur a demandé de nous remonter ces éléments avant la fin du mois de septembre, de manière à ce que nous soyons en capacité de vous donner des indications à l'occasion de la lettre numéro 108. Donc, pour répondre à votre question,
oui, clairement, on est en position actuellement de surstock. Nous assumons totalement cette position puisqu'elle nous a permis de conserver nos parts de marché, voire sur certains marchés saisir des opportunités. Je parlais du solaire tout à l'heure, mais nous savons que c'est une situation qui ne peut pas être, qui peut pas perdurer de manière structurelle. Donc, on a bien entendu le message. Après, moi, je veux revenir sur un point, sur la génération en fait, du cash au niveau du groupe Thermador. La position au 30 juin, c'est quelque part toujours la position la plus basse, parce que dans les activités saisonnières, donc ça concerne Jetly, ça concerne aussi Aello, ils ont donc acheté leur stock et ils ont les ventes qui sont les plus fortes sur les mois de juin, juillet, août. Donc forcément, la position 30 juin, elle est quand même la plus basse. Et la génération de cash, on voit qu'elle peut être très très forte après. Donc c'est un élément à prendre en compte. Après, effectivement, on ne peut pas en fait se cacher. Le volume de stock à fin juin est très fort. Donc il y a des efforts qui vont être demandés par rapport à ça. En fait, on voit pas le mois par mois. Guillaume regardait en fait dans le DU, mais on voit pas en fait le niveau de cash. On voit que des position en fait, de clôture à fin juin et à fin décembre. Mais si on prend par exemple Jetly qui est qui fait partie des 3 plus grosses filiales, typiquement c'est une société en fait qui génère son cash sur juillet, août, septembre, puisqu'elle encaisse ses créances clients avec des mois forts à partir d'avril, puisque la saison commence en fait au mois d'avril. C'est vrai pour Dipra également, qui est dans une activité jardin et qui a des mois très forts à partir du mois de mars-avril, et qui encaisse avec un délai un peu plus long puisqu'on est sur la partie grande surface de bricolage. Antoine est taquin puisqu'il continue ses questions. Alors, vous dites, la récession semble selon vous probable en 2023. C'est effectivement ce que j'ai écrit. Alors, vous le savez, je ne suis pas économiste. Pour autant, ça fait quand même plusieurs mois, voire quasiment 2 ans que je dis que cette inflation est là pour durer. Bon, là, pour le coup, je ne me suis pas trompé. Je ne suis pas le seul à penser que l'année 2023 va être une année de récession. Donc, ça ne concerne pas uniquement le groupe Thermador. Et quand vous nous dites, doit-on s'attendre à une décroissance du pôle professionnel l'année prochaine? Je vais vous répondre que lors de la précédente crise financière, où il y avait quand même une baisse d'activité sévère, la baisse du chiffre d'affaires du groupe Thermador en consolidé avait été de 5%. Donc nous avons une capacité à résister aux crises du fait des produits que nous vendons, qui sont des produits essentiellement tournés vers la maintenance et la rénovation, des produits de besoin, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est difficile de vous répondre précisément, mais je peux vous donner des indications sur le passé par rapport à des crises significatives. Alors, quelle est votre capacité à limiter les CAPEX en cas de ralentissement de l'activité? C'est plus, je dirais que nous avons la capacité, aujourd'hui, compte tenu de notre structure financière, à poursuivre nos projets. Donc, je vais tourner les choses différemment. Quand on parle de CAPEX dans le groupe Thermador, on est aujourd'hui concentré sur l'immobilier et éventuellement l'informatique. Il n'est pas question de ralentir les investissements dans le domaine IT, ce serait une erreur stratégique. Et dans le domaine de l'immobilier, les prochains investissements, Patricia peut en témoigner, seront tournés sur la rénovation énergétique de nos propres bâtiments. Et tout ça, c'est pour tenir nos objectifs extra-financiers. Donc, quand je parle d'inflation verte ou d'investissement vert, on est en plein dedans et on ne peut pas nous demander à la fois d'être vertueux en extra-financier et de travailler d'une manière unique sur les ratios financiers. Patricia, tu veux faire des commentaires sur la rénovation énergétique et sur le projet qu'on mène sur la holding, par exemple? Donc sur la holding, comme je le disais, on est sur une réhabilitation de bâtiments. Donc on a décidé en fait de rénover ce bâtiment, de renforcer l'étanchéité pour avoir en fait une consommation au niveau de ce bâtiment qui soit en fait consommation au niveau de l'électricité qui soit plus basse. Donc on passe sur un système de pompe à chaleur avec un plafond rayonnant comme en fait c'est le type de produits commercialisés par PB Tube ou Thermacome. Donc on a un plancher chauffant, donc on essaye en fait d'optimiser complètement les consommations au niveau de ce bâtiment. Et nous avons décidé donc de renforcer en fait la structure du toit pour pouvoir en fait avoir des panneaux photovoltaïques.
Donc on est sur ce type de bâtiment, et ce qu'on a fait également, c'est qu'on a fait donc il y a 5 audits énergétiques qui ont été faits, qui ont été réalisés sur en fait des bâtiments conséquents pour pouvoir en fait identifier les actions, alors les actions court terme, moyen terme, pour baisser en fait les consommations énergétiques de ces bâtiments. Je rappelle aussi sur le bâtiment donc Thermador Group, on a décidé de faire donc des places en fait parce qu'on a une empreinte au sol. On peut se dire on utilise en fait on utilise en fait de l'empreinte au sol, et on a décidé d'avoir en fait des parkings en fait paysagers, ce qui fait qu'on peut les compter en espace vert, et c'est pas la même chose que du bitume traditionnel. Donc il y a des choses qu'on expérimente sur ce bâtiment. Et après, avec l'audit énergétique, en fait, sur 5 autres bâtiments, on verra un peu les décisions et les orientations à prendre. Alors, les valorisations semblent avoir baissé. Des opérations M&A structurantes sont-elles possibles? Ce n'est pas la baisse des valorisations qui rendent ces opérations possibles, c'est la solidité de notre structure financière. Pour autant, nous n'allons pas faire des opérations structurantes pour le plaisir. Il faut vraiment qu'on trouve des sociétés qui puissent rejoindre le groupe et amener des synergies ou des compléments d'activité intéressants. Alors, entre parenthèses, je ne sais pas ce que vous appelez structurant. C'est vrai qu'à partir de nous, vous savez, nous sommes une société quand même relativement modeste en taille. Sur 12 mois glissants, nous avons maintenant dépassé 500 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Pour moi, une opération structurante, ou en tout cas impactante, c'est au-delà de 20 millions. Et nous en avons déjà fait. Alors, bon, si vous pensez effectivement qu'une opération structurante est une opération sur une activité qui pèserait 200 millions, en fait, tout simplement, nous n'en avons pas dans les tiroirs. Donc, pour l'instant, pas de projet de ce type-là. Vous évoquez également le développement sur le continent africain dans le communiqué. Pouvez-vous nous partager vos ambitions sur cette zone géographique? Alors, j'en ai pas parlé dans les perspectives parce que on est vraiment sur au-delà de 10 ans. Ce que nous comptons faire sur le continent africain, c'est poser des jalons, commencer à établir des relations avec certains clients, comprendre ce marché. Voilà, on va dire, on a une activité, nous avons une activité sur ce continent africain. Les chiffres ne sont pas suffisamment significatifs pour qu'on s'y étende plus aujourd'hui, mais nos ambitions au-delà de 10 ans sont réelles, puisque nous estimons que les besoins sur ce continent, et notamment en robinetterie industrielle, sur l'adduction d'eau par exemple, mais également sur les industries, qu'elles soient chimiques, agroalimentaires, pétrole, les besoins seront gigantesques et nous comptons bien être un acteur demain. Donc, pas de perspective, on va dire, significative en dessous de 10 ans. Pour revenir sur la partie électricité, vu votre faible consommation, pourquoi vous ne bénéficiez pas pour une grande partie des prix à Rennes? À Rennes. Oui, tout à fait. Votre secteur n'est-il pas éligible? Je vois que Patricia connaît cet horrible acronyme, donc moi non, nous l'écoutons. Donc en fait, sur les prix 2021-2022, nous avions décidé de ne pas en bénéficier parce que le prix à Rennes, en fait, pardon, type de langage, en fait, il faut que je l'enlève. Le mécanisme de l'AREN, c'est un mécanisme de régulation et à la fin de l'année, il y a un correctif qui peut aller à la hausse ou à la baisse sur votre coût de l'énergie. Et donc, on avait décidé en 2021 et 2022 de ne pas bénéficier. Et si on en avait bénéficié, finalement, on aurait payé notre coût d'énergie plus cher. Ce qu'on avait bien négocié il y a 2 ans. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pour 2021-2022. Et 2023, on a demandé une cotation avec l'AREN pour pouvoir en fait bénéficier de ce prix qui est quand même avantageux. Et on l'espère qui fonctionnera de façon positive. Bon, après, l'impact sera peut-être limité, mais pour l'instant, les cotations reviennent avec ce mécanisme. Antoine revient sur le coût de l'énergie. Donc, je redis ce que Patricia a dit tout à l'heure. Ça représente à ce jour 250 000 euros environ sur 2021-2022, en forte augmentation en 2023. Hein. Ça peut facilement
aller au-delà du million d'euros, 1,5 million, Mm. bon, en cours de négociation. Donc, c'est significatif en termes de hausse. Cela étant, sa question, quelle est la part des coûts d'énergie dans votre structure de coûts? C'est relativement faible. Dans notre structure de coûts, la part la plus importante, c'est la masse salariale, bien évidemment, les transports, et ensuite viennent tous les coûts qui sont liés au bâtiment. Les loyers notamment. Et puis Un poste aussi des bâtiments. important, c'est les déplacements de nos commerciaux. Donc, est-ce que de nouvelles hausses de prix aux clients sont envisagées pour répercuter? Alors, je répète, le principe dans le groupe Thermador, c'est que les filiales sont responsables de leur compte d'exploitation. C'est à elles de prendre ce type de décision en fonction, effectivement, de leur marge opérationnelle. C'est à elles de faire ce type d'arbitrage pour, quelque part, sauvegarder leur compte de résultat. Et donc, on fait confiance à nos filiales pour piloter tous ces éléments au plus près, sachant que nous avons déjà, depuis le début de l'année, eu des augmentations de prix significatives. Mais s'il faut le faire, nos filiales seront motivées pour le faire. Ibrahim nous pose une nouvelle question. Pouvez-vous revenir sur les contrats noués avec les sociétés de livraison? Ah ben, je pense qu'on a déjà parlé 2 fois donc, sur l'électricité. Donc, je ne vais peut-être pas revenir par rapport aux surcoûts sensibles par rapport à l'électricité et au gaz. Je pensais que c'était le transport, là, non? Sur les contrats noués avec les sociétés de livraison. Ah oui, sur les transports vers nos clients. Ouais. Alors, ça, ce sont des éléments qu'on garde relativement confidentiels. Il est clair qu'on a des négociations. C'est un poste important hein, dans le groupe Thermador, un poste de coût. C'est le deuxième après, en fait, la masse salariale. Oui, deuxième poste de coût. Transport vers nos clients. Effectivement, on a des augmentations de prix qui sont, de mon point de vue, inférieures à l'inflation moyenne. Donc quand vous avez des coûts qui augmentent moins vite que l'inflation répercutée sur le chiffre d'affaires, au prorata, je dirais que ça ne devrait pas être quand même trop pénalisant. Parce qu'on avait regardé on avait regardé en fait le pourcentage du transport sur vente sur le chiffre d'affaires, on restait relativement stable entre 3% et 2,9% par rapport. Donc on reste relativement stable par rapport à ça. Donc, mais en fait, je pense que c'est une... Mais c'est des éléments qu'on ne donne pas dans le document de référence. Mais il peut se calculer. D'accord. Oui, tu as raison. Donc, pour l'instant, stabilité. Alors, quel est le niveau de frais financiers? Question d'Ibrahim, tu as en tête le niveau de frais financiers? Il est indiqué, hein. On a un montant en fait, de charges financières. Ça doit être relativement... Enfin, on est sur un coût à 150, coût de l'endettement financier brut, on est à 153 000 euros par rapport en fait à 87 000 l'année dernière. Donc on a un coût qui est très bas. À la page 4 Page 4, compte de, du document, donc il est en lecture directe. Après, on a une augmentation puisqu'on a eu, en fait soit du crédit court terme. C'est essentiellement le crédit court terme qui explique cette augmentation. Alors Gilles, je pense que tu vas répondre la même chose à Gilles qui pose la question quel est le montant des lignes de financement court terme dont bénéficie le groupe? On va le retrouver aussi. On n'a pas mentionné. Le montant des lignes de financement court terme dont bénéficie le groupe n'est pas mentionné en... Nous bénéficions en fait d'un certain nombre de lignes en fait, qui ne sont pas utilisées. D'accord. Et tu ne souhaites pas forcément le communiquer? Pas forcément, alors je vais expliquer. Il y a encore de négociations puisqu'on a mis en place un système de cash pooling au niveau du groupe, que ce soit avec le CIC et la Société Générale. Et auparavant, on fonctionnait en fait avec des lignes de crédit court terme qui étaient filiale par filiale. Et non, là, on est en train de changer de mécanisme et d'organisation. Voilà. Et donc, on va porter ces lignes crédit court terme au niveau de Thermador Group. Jean-Loup pose la question du retour moyen sur l'investissement de tous les investissements immobiliers. Alors, extrêmement difficile à calculer aujourd'hui. Si nous le faisons, ce n'est pas pour des questions financières, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour des questions extra-financières. Je dirais que, parce qu'on s'est engagé à réduire notre impact CO2, on pourrait rajouter aujourd'hui que c'est une question sociétale.
puisque ce sont les pouvoirs publics, en la personne du président et de la première ministre, qui nous disent entreprise, vous devez réduire, et si vous ne le faites pas, on risque de se retrouver en forte difficulté, voire à devoir couper le courant, ce qui là, pour le coup, a un coût notable. Donc je dirais que faire preuve d'anticipation est plutôt bien. Le niveau de retour sur investissement va dépendre du coût de l'énergie. Avec une variation du coût de l'énergie actuelle, ça me paraît quand même difficile d'anticiper des retours sur investissement. En tout cas, il est clair, comme l'a dit Patricia tout à l'heure, que rénover un bâtiment existant, pour le rendre vertueux, ce sont des coûts qui sont quand même significatifs. Et à l'ancien prix de l'énergie, c'était absolument pas rentable de le faire. C'est rentable pour la planète, on va dire. C'est une mission extra-financière que se donne le groupe Thermador. Voilà, on a terminé. Est-ce que tu as des questions en anglais? Non, je ne pense pas. C'est dommage parce qu'on aurait pu profiter de ton accent qui est tout à fait remarquable. Frenchy. Mais ce sera pour la prochaine. Non, pas du tout. Ce sera pour la prochaine fois. Est-ce que parmi les personnes qui sont... bon, ça fait 1 heure qu'on est autour de ce webinaire. Je peux quand même rajouter par rapport à la question de M. Triclot, ça concerne en fait, il y a un calcul de ROI que nous avions fait quand nous avons décidé d'équiper le bâtiment donc, qui fait 16 000 m² en toiture pour Aelo, Axelair et Dipra, et nous avions donc un investissement puisque nous avons équipé de panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, et donc nous avions fait un calcul de retour sur investissement. On était sur 7 ans. Mais c'était sur un coût de l'énergie de 2020-2021. Donc là, effectivement, on peut dire que notre retour sur investissement va être beaucoup plus rapide compte tenu de l'évolution anticipée du coût de l'énergie. Oui, alors le prix des panneaux photovoltaïques augmente. Donc tous les paramètres bougent, c'est quand même difficile de calculer les ratios aujourd'hui. Ils sont posés et payés. D'accord. Donc au moins ça, le coût, il est gelé. Celui-là, on le connaît. Voilà, donc on va finir par une note positive. Pour revenir à l'ESG, quand serez-vous à même de fournir un reporting extra-financier selon le standard CSRD? Donc je souris parce que ce standard est pas encore très clair. Donc, nous y travaillons. Donc, nous avons une obligation de 2024. Donc nous avons, enfin ça fait depuis déjà, enfin, on fait partie de groupes de travail, notamment dans le cadre de l'association Midonex, pour voir l'évolution de ce reporting CSRD. Et ça fait partie du pôle développement durable, et le travail de Caroline qui nous accompagne pour en fait être prêt et anticiper, puisqu'il faudra que nous produisions des chiffres en 2024 avec un comparatif 2023. Voilà. Alors, on a quand même une riche base de données dans le groupe Thermador, puisque nous remontons maintenant 90 indicateurs extra-financiers. Alors, tous ces indicateurs concernent le groupe Thermador et sont particulièrement adaptés à nos métiers ou à la demande des investisseurs. Il est clair que certains de ces indicateurs vont se retrouver dans le standard CSRD, d'autres vont évoluer, vont changer, d'autres vont se rajouter. Nous allons nous conformer à la réglementation comme nous l'avons toujours fait et nous sommes mobilisés sur ce sujet. Je ne pense pas que ça sera pour 2022. Non. Trop tôt. Oui, de toute façon, le standard n'est pas encore sorti ou définitif. D'autres questions? Non, je pense qu'on a terminé. Donc, ça a duré 1 heure et 2 minutes. Vous êtes encore nombreux. 41 participants. Vraiment, je vous remercie pour votre fidélité, le suivi de l'entreprise Thermador Group. Comme vous le savez, Patricia et moi, on est toujours disposés à vous répondre si d'autres questions vous viennent. Nous allons tenter de mener l'enquête sur la mauvaise note de Vigeo Moody's. Et nous ne manquerons pas de revenir vers vous si nous avons des explications concrètes, s'ils veulent bien nous prendre au téléphone ou répondre à nos courriels. En tout cas, si vous avez des contacts, Timothée, n'hésitez pas à nous les transmettre, ça nous facilitera le contact avec cette agence de notation extra-financière. Nous vous souhaitons une excellente... Ibrahim qui nous pose une dernière question.
Est-ce que vous... Oui, j'en ai parlé, Ibrahim. Oui. Est-ce que vous voyez une baisse des prix des achats liés à la baisse des prix des métaux? On peut voir des ajustements sur les prix des métaux. Cela étant, ils sont compensés par les variations de la monnaie et les variations de la masse salariale, les variations de l'énergie. Donc tout ça, c'est quelque chose qui mène pour moi à une tendance inflationniste, peut-être pas au niveau de cette année, mais une tendance inflationniste qui sera encore là en 2023, de mon point de vue. Nous n'allons pas passer de 11 à 0 comme ça si rapidement, c'est de mon point de vue impossible. Bien, et ben nous vous souhaitons une excellente soirée, tous nos remerciements pour votre fidélité et à très bientôt sur ce webinaire, au téléphone ou par mail ou dans la vraie vie en physique. Merci. Très bonne soirée. Au revoir.